à toutes, bonjour à tous. Je suis Clément Broche, conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit, et je suis ravi de vous accueillir donc, pour ce webinaire consacré donc, au projet de loi de finances 2026. C'est un projet qui a entraîné et engendré beaucoup de débats, beaucoup d'inquiétudes également chez les épargnants. Nous vous proposons donc ce soir de répondre aux questions qui nous ont été posées sur les dernières semaines. Quels sont les biens concernés par l'imposition sur la fortune improductive? Les fonds en euros vont-ils être taxés? Quel taux actuel pour la flat tax et ce taux peut-il changer? Y a-t-il une obligation à liquider son PER au moment où je partirai en retraite? L'allongement du report du plafond de déduction des PER pour 5 ans est prévu également. Est-ce que ça s'appliquera? Et enfin, le sujet de la fiscalité sur les donations. Donc, toutes les informations circulent, certaines vraies, certaines fausses. Et donc, ce soir, nous allons tenter de clarifier ensemble ces différents points. Et pour cela, donc, je suis ravi d'accueillir Céline Duval-Hubert, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Generali Wealth Solutions. Bonjour Céline. Bonjour Clément. Bienvenue donc, dans ce webinaire. Est-ce que peut-être en quelques mots, tu peux nous présenter Generali Wealth Solutions avant qu'on commence? Absolument. Generali Wealth Solutions, GWS pour faire plus court, est une société de gestion qui est détenue à 100% par Generali et qui comporte donc une partie ingénierie financière, comme il se doit pour une société de gestion, et une partie ingénierie patrimoniale. Merci Céline. Alors pour commencer, je vous rappelle que vous pouvez donc à tout moment poser des questions sur le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Donc on va commencer maintenant, on y va. Le projet de loi de finances donc, a pour objectif de ramener le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut. Pour cela, on va dire qu'il y a schématiquement deux leviers possibles pour l'État. La partie recette, donc la fiscalité entre autres, et la partie dépenses. Donc là, on va plutôt s'intéresser quand même essentiellement à la partie recette. Et Céline, on peut peut-être, j'aimerais même qu'on commence d'ailleurs en se concentrant sur les sujets évoqués dans le projet de loi de finances. Pour commencer, l'imposition sur la fortune improductive, la taxation potentielle du fonds en euros, l'évolution de la flat tax et les annonces sur le plan épargne retraite. Parfait. Je voudrais tout d'abord faire afin que ce ne soit pas déceptif, je voudrais déjà indiquer que tout ce que nous allons dire dans tous les textes, rien n'est définitif, puisque la situation actuelle, c'est que le projet de loi de finances a été discuté par l'Assemblée nationale, il a été rejeté. Le projet est actuellement dans sa version d'origine, donc avant les amendements déposé par l'Assemblée nationale. Il est actuellement discuté devant le Sénat avec des nouveaux amendements. On en citera quelques-uns au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour le projet de loi de finances. À ce stade, si le Sénat vote ce projet, ça repartira devant l'Assemblée nationale et rien ne dit qu'au bout du bout, pour faire court, les deux assemblées tomberont d'accord. Donc ce qu'on va faire là, c'est rappeler un peu les différentes questions et rumeurs et puis après, il faudra attendre la fin des discussions pour savoir si oui ou non il y aura un projet ou une loi spéciale ou l'inconnu. Sachant que les parlementaires ont jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre, pour voter ce texte. Donc, si on revient peut-être sur la partie, donc on le disait, de l'impôt sur la fortune, voir comment ce texte peut évoluer peut-être pour commencer. Alors, donc l'impôt sur la fortune immobilière existe déjà, serait transformé entre guillemets en impôt sur la fortune improductive, c'est-à-dire qu'en fait son assiette serait élargie à différents biens dits introductifs. Et parmi les différents amendements qui avaient été déposés à l'Assemblée nationale, dans ces biens improductifs, il y a notamment le contrat d'assurance vie et l'investissement en support euro à l'intérieur, qui avait fait beaucoup de bruit, puisque beaucoup s'étaient émus du fait que le fonds euro finance et permet notamment à l'État d'emprunter, puisque je pense, Clément, tu donneras quelques détails tout à l'heure. Donc, c'était déjà, comment dirais-je, le fait que ça s'applique au contrat d'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, c'était déjà, ça a ému pas mal de monde. Mais en plus, sur la partie fonds euro,
c'était voilà, encore quelque chose d'un peu plus qui a fait réagir tout le monde. Alors, ce que je voudrais dire, et après je te donne la parole sur le principe du fonds euro, c'est que cet amendement-là, concernant particulièrement le fonds euro, c'était devant l'Assemblée nationale. Comme le projet de loi de finances a été rejeté par l'Assemblée nationale, dans la version actuelle qui est au Sénat, cet amendement ne figure plus. En revanche, le Sénat a prévu lui aussi des amendements, j'anticipe un peu, et au Sénat, l'impôt sur la fortune improductive s'appellerait la contribution sur les hauts patrimoines. Je ne vais pas tout vous détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Sénat, dans les amendements, il n'est pas du tout prévu d'inclure les contrats d'assurance vie, que ce soit en unité de compte ou en euros, dans la base taxable de cette contribution sur les hauts patrimoines. Voilà, je voulais déjà dire ça pour rassurer. Après, ça va repartir à l'Assemblée nationale. Hein, donc, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Elle était un peu longue, Clément, je te redonne la parole. Très bien, c'était très détaillé. Et effectivement, donc, si on en revient sur pourquoi il y avait un vrai sujet sur la définition du fonds en euros comme étant improductif, on va dire ça comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même ce qui compose en grosse majorité le fonds en euros, ce sont des obligations d'État ou d'entreprise. Donc, comme tu le disais, c'est-à-dire que le fonds en euros finance quand même en partie l'État et finance également, via les obligations d'entreprise qui sont dans le fonds en euros, le financement des entreprises et donc l'activité des entreprises. Et donc, il y avait un vrai sujet à se dire pour quelles raisons on intégrait le fonds en euros, si ce n'est pour essayer d'aller chercher des recettes. Mais de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour l'instant que le fonds en euros sorte potentiellement de ce calcul, à voir comment ça évoluera effectivement. Oui, là, personne ne sait. La suite au prochain épisode. Exactement. Je te propose, Céline, peut-être qu'on passe donc sur le deuxième point, sur la flat tax. Pour rappel, donc la flat tax, c'est un régime d'imposition des revenus du capital, donc dividendes, intérêts, plus-value mobilière ou plus-value d'assurance vie. Actuellement, il est fixé à 30%. Donc, dans ces 30%, on a deux parties. On a la partie fiscale qui représente 12,8% et la partie prélèvements sociaux qui représente 17,2%, donc pour arriver à ce taux de 30%. Est-ce qu'on a des discussions en cours à ce sujet ? Alors, pour le moment, nous n'en avons plus. Alors ça relève du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, ce projet-là, il avait été adopté par l'Assemblée nationale. Pour mémoire, il y avait deux mesures importantes dedans. Il y avait la hausse de la CSG de plus 1,4% sur les revenus du patrimoine, ce qui nous ramène au sujet de la flat tax dont vient de parler Clément. Et puis, l'autre sujet, ce n'est pas du tout le débat ce soir, mais il y avait aussi le gel de la réforme des retraites jusqu'en 2028. Donc, ces deux mesures qui étaient dans la version du texte transmise au Sénat ont été annulées par les sénateurs. Donc, le texte est maintenant renvoyé devant l'Assemblée nationale. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour imaginer qu'il va encore y avoir beaucoup de désaccords. Donc, voilà, à suivre également. Enfin, pour le moment, la hausse de la CSG n'est plus dans le texte, même sous forme d'amendement. Mais il faut attendre. Merci Céline. Autre sujet, donc sur le plan épargne retraite, donc plusieurs amendements ont été proposés, dont deux qu'on a pas mal débattu. L'allongement du report des plafonds de déduction du PER à 5 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce premier sujet ? Alors, ceci se passait lors de la lecture devant l'Assemblée nationale. Je suis obligée de préciser à chaque fois parce que sinon, on ne sait pas où on en est. Donc, ça se passait à l'Assemblée nationale et parmi les amendements proposés, celui-ci était assez favorable puisque, comme vous le savez, chaque année, lorsqu'on fait des versements sur un PER, ça permet de déduire le montant des sommes versées du revenu imposable à concurrence d'un plafond. Et pour le plafond qui n'est pas utilisé, on peut le reporter pendant 3 ans. Donc, par exemple, si on verse en 2025, on utilise le plafond 2025. Mais si les plafonds des 3 années précédentes n'ont pas été utilisés, on peut aussi abonder dans ces plafonds. Donc, ça permet quand même un peu de souplesse. On peut aussi mutualiser avec les plafonds du conjoint, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, l'amendement prévoyait d'allonger la durée du report et de faire en sorte qu'on puisse reporter pendant 5 ans.
ce qui était avantageux. Ça permettait de doser l'épargne en fonction de son âge, etc. Donc, comme le projet a été rejeté par l'Assemblée nationale, cet amendement n'existe plus et à ma connaissance, il n'y a pas eu une mesure proposée par le Sénat en ce sens. D'accord. Ça peut venir. Mais c'était effectivement une bonne idée, notamment pour les épargnants qui commençaient à investir sur un PER plutôt en fin de carrière, de pouvoir utiliser 2 années de plus. Les bouchées doubles, en quelque sorte. Et donc, une autre proposition par rapport au PER, c'était l'obligation, là, beaucoup moins favorable pour le coup, mais l'obligation de de liquider le PER au moment de son départ à la retraite. Puisque pour rappel, donc, le plan épargne retraite qui a été instauré en 2019 avait pour objectif et comme intérêt de choisir quelque part son mode de sortie, donc soit en rente, soit en capital, ou un mix des deux. Et l'assuré, l'épargnant, n'était pas obligé d'en sortir au moment de la retraite, mais pouvait le débloquer éventuellement plus tard, ou même ne jamais le débloquer éventuellement. C'était quelque chose d'envisageable aussi. Donc, il y a eu un amendement qui a été déposé par un député, M. Philippe Brun, pour remettre en cause cet avantage, ou en tout cas cette liberté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Céline ? Oui, absolument. Alors, c'est parti d'un constat, à savoir qu'on n'est pas obligé de débloquer son PER au moment de la retraite. On peut ne jamais le débloquer du tout, c'est ce que tu disais. Ce qui fait que parfois, le PER est transmis directement aux bénéficiaires, puisque le PER, sous forme de contrat d'assurance vie, il y a une clause bénéficiaire, et donc ça se transmet de la même façon, si ce n'est que c'est l'âge au moment du décès qui importe, et non pas l'âge au moment du versement des sommes. Toujours est-il que si c'est transmis au moment du décès, il y a plusieurs avantages. C'est que d'une part, il n'y a pas de fiscalité à la sortie, alors que comme vous le savez, lorsqu'on débloque un PER, on va acquitter une fiscalité sur les produits, mais aussi sur le capital si on a bénéficié de la déductibilité des versements à l'entrée. Si le PER n'est pas liquidé et transmis par décès, il n'y a pas cette fiscalité de sortie. Et il n'y a pas non plus de prélèvements sociaux sur les produits. Donc, à condition de ne pas avoir besoin de revenus complémentaires, c'est vrai que transmettre le PER en cas de décès, notamment à son conjoint qui est exonéré, ça peut s'avérer assez avantageux, mais ce n'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était vraiment de compléter les revenus à la retraite. Donc, c'est l'idée de cet amendement qui obligerait, entre guillemets, à débloquer le PER au moins à compter de l'âge légal de la retraite, mais en tout cas, obligerait à le débloquer pour éviter pour qu'il y ait bien une fiscalité acquittée à la sortie et qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, quoi, si l'on peut dire. Et du coup, par rapport à cet amendement qui avait été proposé, on en est où aujourd'hui ? Assemblée nationale, donc disparu. Il n'est plus là. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être, même si ça n'a rien à voir avec le sujet actuel, mais un peu détailler la fiscalité justement du PER durant la phase d'épargne. Même si encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a aucun amendement qui a été déposé pour l'instant en tout cas. Est-ce que Céline, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette fiscalité ? Alors, par exemple, prenons le cas d'un client qui est célibataire et qui est imposé à un taux marginal de 30%. Imaginons que ses revenus soient d'un montant de 50 000 € par an et que le versement sur son PER s'élève à 5 000 €. Donc, il va pouvoir déduire 10% de 50 000 €, soit 5 000 €. Donc, l'avantage fiscal va être de 5 000 €. Sa base imposable après déduction va être donc de 45 et l'impôt à payer va être de 6 700 €, alors que sans le versement, le montant de l'impôt aurait été de 8 200 €. Donc, ça génère une économie de 1 500 €. Alors, c'est très schématique parce qu'en fait, il y a 2 plafonds de déduction. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était juste pour illustrer la façon dont ça se déduit et l'avantage que ça procure. Bien, merci beaucoup, Céline. On va passer donc maintenant sur la fiscalité des donations, en abordant peut-être 2 sujets. Donc, la donation jusqu'à 100 000 € exonérée d'impôts et l'abattement spécifique pour les enfants du conjoint ou du pacsé. Oui, alors l'amendement concernant l'abattement qui aurait été mis en œuvre en faveur
de l'enfant du conjoint décédé ou du partenaire de PACS, enfant qui n'est pas celui du conjoint ou partenaire de PACS survivant. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, actuellement, il n'y a aucun abattement, 1 594 €, et le taux de taxation est de 60%. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place un abattement de 15 932 €. C'est le même qu'entre frères et sœurs. Cet abattement aurait fonctionné en cas de décès et aurait donc permis de transmettre pour un montant quand même significatif via l'enfant qui n'est pas un enfant commun, pour faire un petit peu plus court. Donc ça, c'était dans un amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale, donc disparu aussi. Très bien, merci Céline. Et il y a plusieurs autres points également qui sont en cours de discussion, toujours dans le projet de loi de finances. De façon très synthétique, on peut peut-être revenir sur le pacte Dutreil, oui. La taxation sur les holdings, l'investissement, enfin les outils d'investissement en Outre-mer, l'article 150 OBTR et les FIP, l'investissement en FIP FCPI. On commence peut-être par le pacte Dutreil. Oui. Alors, le pacte Dutreil, comme d'ailleurs l'apport cession, on en reparlera tout à l'heure, je pense qu'on peut dire que les deux assemblées sont d'accord pour que ces deux dispositifs, donc là le Dutreil pour commencer, doivent être un peu recadrés afin que les avantages soient moins importants pour éviter d'éventuels abus. C'est très relatif, la notion d'abus. Donc, devant l'Assemblée nationale, ce qui était prévu, c'était déjà de recentrer le dispositif en limitant l'exonération. Alors, pour mémoire, peut-être il faut que je reparte du début. Si les conditions sont remplies, le pacte Dutreil, ça permet de bénéficier de 75% d'exonération des parts de la société qui est transmise. Alors, sous réserve qu'elle exerce une activité opérationnelle éligible, ou bien si c'est une holding animatrice, on ne rentre pas dans les détails. Donc, ce qui serait prévu là, c'est qu'en fait, si vous avez une société éligible qui peut bénéficier du Dutreil, imaginons que dans cette société, il y a une partie d'actifs qui ne soient pas des biens professionnels, et bien sur cette partie d'actifs-là, l'exonération de 75% ne s'appliquerait plus. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'engagement de conservation. Donc, il y en a deux. Il y a un engagement collectif de 3 ans, un engagement individuel de 2 ans. Non, c'est 2 ans, 2 ans. Bref, l'engagement individuel serait porté à 4 ans. Donc, la durée totale, voilà, serait de 6 ans. Ça, c'est un point qu'on retrouve à la fois dans les amendements Assemblée nationale et dans l'amendement qui a été déposé par le Sénat. Il y avait aussi une condition d'âge du donataire. Par exemple, le donataire devrait être au moins majeur. Parce qu'il arrive que la transmission ait lieu envers un enfant mineur, qui a quand même un peu le temps de savoir s'il va reprendre ou pas. Voilà en gros le recadrage. Donc, comme je vous le disais, il y a eu des amendements portés par l'Assemblée nationale, donc ceux-là, ils ont disparu, mais certains ont été repris par le Sénat, notamment l'exonération limitée aux biens professionnels, l'allongement de la durée de conservation, et puis certains actifs qui seraient exclus. Mais voilà, en résumé, c'est ça. Je pense que même si ça ne passe pas cette année avec les lois qu'on aura peut-être, il y a un moment où, de toute façon, il y aura une réforme du pacte Dutreil. Très bien, merci Céline. Et sur la taxation sur les holdings, maintenant, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le projet actuel ? Alors, la taxation sur les holdings, donc ça date du projet lorsqu'il a été discuté par l'Assemblée nationale. Et donc, l'idée, c'était de taxer les holdings dites patrimoniales, par opposition probablement aux holdings ou aux sociétés qui ont une activité économique, opérationnelle, en partant du principe, c'était décrit dans les amendements, hein, je ne fais que répéter, en partant du principe que, en fait, dans ces sociétés, il y avait beaucoup d'actifs patrimoniaux, mais qui appartiennent au patrimoine privé de l'associé. Et donc, en les mettant dans cette société, ça lui permettait d'être exonéré, alors que s'il les avait eus en direct, peut-être il aurait été taxé. Donc,
les sociétés holding d'une valeur d'au moins 5 millions d'euros, tous actifs confondus, qui sont détenus par un associé personne physique à hauteur d'au moins 50% et qui reçoit des revenus passifs annuels d'au moins 50%. Les revenus passifs, c'est les loyers, les dividendes, les intérêts, etc. Donc, ces holdings-là, je vous passe le détail, seraient taxés. C'est une taxe qui doit être réglée par la holding, sauf exception. Donc, elle serait taxée sur les actifs concernés à un taux de 2%. Alors ça, c'était la version d'origine. À la fin des discussions devant l'Assemblée nationale, le taux de 2 était devenu un taux de 20%. Et comme le texte a été rejeté, ça a disparu. En revanche, devant le Sénat, la mesure a de nouveau fait l'objet d'un amendement, mais de façon beaucoup plus restreinte, puisque le Sénat ne la ferait porter que sur les biens somptuaires détenus par la holding concernée. Donc, même condition, 5 millions d'euros, personnes physiques. Donc, les biens somptuaires, c'est tout ce qui concerne, bien sûr, les yachts, les jets privés, les chevaux de course, etc. Et en revanche, la base serait très restreinte, mais le taux serait de 20%. Donc ça, c'est un amendement qui vient du Sénat, qui n'est donc pas définitif. Et là encore, il faut attendre pour voir la suite. Merci beaucoup. Moi, je vais reprendre la main du coup sur le sujet de l'investissement en outre-mer. Donc, pour rappel, en fait, c'est des solutions d'investissement donc, qui permettent de soutenir l'économie des territoires d'outre-mer. Le but étant de flécher les investissements sur ces territoires avec une carotte fiscale, on va dire, au bout de réduction d'impôts. Il y a un article du PLF, l'article 7, qui propose de modifier donc, certaines règles fiscales, toujours sur les territoires d'outre-mer, mais en remettant en cause certains points, notamment pour tout ce qui est de l'hôtellerie de luxe. Si vous investissez dans un hôtel de luxe, potentiellement la réduction d'impôt serait plafonnée à 7 000 € par mètre carré habitable, contrairement à la règle actuelle. Il y a également l'obligation, donc en cas de rénovation ou de construction d'une obligation de dépenses environnementales pour pouvoir bénéficier de l'aide fiscale dans le secteur de l'hôtellerie ou para-hôtellerie. Donc, il faudra réaliser des travaux d'investissement pour améliorer l'impact environnemental des constructions. Et également, donc, toujours sur cette logique de flécher les investissements sur l'amélioration environnementale. Certains ont la possibilité, avec les investissements outre-mer, notamment d'aller, par exemple, sur l'agriculture, d'aller acheter des machines agricoles ou des véhicules via ces aides fiscales. Aujourd'hui, il n'y avait pas spécifiquement de contrainte à avoir des véhicules, on va dire, moins polluants. Là, la nouvelle règle potentiellement exclurait les véhicules les plus polluants de ces avantages fiscaux. Donc, en résumé, pour les investissements en outre-mer, c'est plutôt de flécher et de cibler donc, les biens qui amélioreraient l'impact environnemental et également donc, potentiellement de diminuer un petit peu aussi ces aides auprès des outre-mer. Concernant peut-être donc sur l'autre point, l'article 150 OBTR, l'apport cession, Céline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il est traité, entre guillemets, un peu comme le pacte du Treil, c'est-à-dire que l'idée, et ça c'est des deux assemblées, mais de façon différente, c'est de limiter les avantages que permet cet article. Alors, pour mémoire, lorsqu'on apporte des titres à une société holding détenue par l'apporteur des titres, en fait, on peut bénéficier d'un report d'imposition sur la plus-value d'échange. Et cette plus-value, elle est reportée tant que les conditions sont remplies, mais elle peut aussi tomber si certains événements se produisent. Donc, ça ouvre quand même pas mal de perspectives et de possibilités. Donc, ce qui serait prévu, c'est en fait parmi les conditions pour conserver le report d'imposition, je vais y arriver, il faut que les titres reçus ne soient pas cédés avant 3 ans par l'entreprise, donc la holding qui a recueilli ces titres, ou alors, pour quand même continuer à bénéficier du report
de l'imposition, il faut que la holding concernée utilise le produit de cession des titres dans une activité éligible. Actuellement, elle doit réinvestir ses fonds dans un délai de 2 ans et le réinvestissement doit durer 1 an, sauf exception. L'un des amendements proposés, et on le retrouve devant les 2 assemblées, ce serait de porter la durée de réinvestissement dans tous les cas à 5 ans et deuxièmement, de restreindre les catégories d'investissement qui sont éligibles. Elles font déjà l'objet de pas mal de restrictions. Pour ceux qui connaissent le sujet, je pense que vous savez que ce n'est pas toujours évident de savoir si c'est éligible ou pas. Mais donc, les restrictions iraient dans ce sens-là. Alors, encore une fois, il y avait eu des amendements devant l'Assemblée nationale, donc ils ont disparu. Et donc là, à nouveau, il y a des amendements devant le Sénat, mais plus modérés, je dirais. Je crois que j'ai oublié un point, c'est que le réinvestissement, donc sa durée serait accrue et le taux serait porté de 60 à 70%. Donc, à suivre. À suivre. Et pour finir, donc, sur les investissements en FIP et FCPI, donc on a des amendements également qui ont été présentés. Pour rappel, donc, je vais me concentrer peut-être sur les FCPI, donc fonds commun de placement dans l'innovation, pardon. Donc, c'est des solutions qui permettent d'investir dans des sociétés, donc des PME, petites et moyennes entreprises, avec certaines conditions pour aller investir sur ces sociétés et permettre d'avoir une réduction d'impôts, notamment par exemple le nombre de salariés. Donc il faut que l'entreprise ait moins de 2000 salariés actuellement pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôts ou un montant de capitalisation inférieur à 150 millions d'euros. Il y a d'autres conditions, mais voilà, c'est celles peut-être qui sont vraiment différentes avec le projet actuel. Là, aujourd'hui, la logique, c'est plutôt d'aller flécher ces investissements sur ce qu'on appelle les jeunes entreprises innovantes. Donc, c'est des entreprises qui vont avoir moins de 8 ans, moins de 200 salariés. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même typologie d'entreprise. Donc, le but, finalement, c'est d'aller flécher sur les très jeunes entreprises, donc avec un potentiel peut-être de valorisation haussière assez importante, mais avec un risque du coup plus important aussi que quand on va investir sur des entreprises peut-être un peu plus matures. Et surtout, le principal impact de ce projet-là, c'est qu'on va exclure finalement une bonne partie des PME françaises qui sont quand même le cœur des sociétés, des entreprises françaises. On va les exclure de ce dispositif. Donc ça veut dire un financement en moins potentiellement pour ces PME, et puis surtout des solutions d'investissement totalement différentes pour les investisseurs particuliers, parce que c'est quelque part pas du tout le même risque et la même façon d'aller investir, que ce soit sur des très jeunes entreprises qui, entre guillemets, n'ont pas encore fait leurs preuves, ou d'aller investir sur des entreprises un peu plus matures. Donc, voilà, c'est un sujet également qui est sur la table aujourd'hui, à suivre également. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets déjà. On a bien vu que de toute façon, rien n'était encore acté. Oui, si on peut résumer, voilà, tout est à suivre. résumé. Et je vous propose donc qu'on passe peut-être aux questions que vous nous avez posées dans le chat. Alors, une première question. Pourriez-vous faire le point sur les mesures définitivement votées concernant l'IFI et leur date d'application ? Alors, aucune mesure n'est définitivement votée. Donc, elle figurerait dans le projet dans la loi de finances 2026, qui n'en est donc toujours qu'au stade de projet. Et si elle était votée avant la fin de l'année, je suppose, elle pourrait s'appliquer à compter de la date du 1er janvier 2026, je suppose. Je dis je suppose parce que parfois il n'y a pas de rétroactivité, mais il peut y avoir des dates d'entrée en vigueur à compter de l'annonce de la mesure. Voilà. Mais à ce jour, rien n'est voté, ni la loi de finances, ni la loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, ce sont 2 projets encore. Merci. Alors, vous avez beaucoup parlé de taxation des fonds en euros. Est-ce qu'il faudrait par précaution arbitrer vers des unités de compte ? Alors, je me tourne vers Clément. D'un point de vue fiscal, comme on vient de dire que rien n'était sûr, il est urgent de rien faire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas le faire en se disant si c'est voté, je vais y échapper. Je pense qu'après, c'est plutôt une question de gestion. C'est une question de gestion, qu'est-ce qu'on peut faire selon son horizon de placement
effectivement, ça peut avoir du sens d'avoir une partie investie en fonds en euros, et ça peut avoir du sens également d'être investi en unité de compte si on recherche un peu plus de rendement et qu'on a du temps devant soi. Donc, voilà, pour en revenir à la question, je ne pense pas qu'il faille prendre une décision en urgence maintenant, parce qu'encore une fois, ce qu'on se dit depuis le début, c'est que le projet il est loin d'être passé, et c'est pas dit que justement, cette partie, le fait de se dire que l'investissement en fonds en euros viendrait augmenter, viendrait dans le calcul de l'impôt sur la fortune improductive. Donc, je pense que ça ne sert à rien de prendre des décisions hâtives qui seraient peut-être contre-productives aussi à court terme. Donc, faut mieux patienter et attendre de voir ce qui sera voté d'ici la fin de l'année. Merci. Toujours sur le même sujet, est-ce que ça ne concerne les fonds en euros de l'assurance vie ou également ceux du PER, selon cette taxation qui n'est pas... Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il y a des PER qui sont sous forme de contrat d'assurance vie et d'autres qui sont des PER bancaires. Une fois que j'ai dit ça, je ne réponds pas à la question. Il n'y avait pas de précision. Alors, est-ce qu'on considère que ceux qui sont sous forme de contrat d'assurance vie, ils sont soumis, mais les PER, c'est bloqué? Le sujet peut être là, effectivement, vu que sur le PER, c'est bloqué, peut-être que ça reste un fonds en euros. Donc après, encore une fois, cette loi, si elle passe, il y aura forcément plus de détails sur les fonds en euros concernés. Merci. Alors, l'éventuelle augmentation de la flat tax porterait-elle uniquement sur la composante CSG? Alors, ce qui était prévu dans l'amendement, oui, c'était uniquement la CSG plus 1,4 et ça ne concernait que les revenus du patrimoine et les revenus de placement. Merci. Est-ce qu'à votre avis, les placements court terme pourraient être considérés comme productifs, donc hors cadre de nouvelles taxations? Ça dépend ce qu'on entend par placement court terme aussi, mais peut-être compte à terme ou ce genre d'investissement peut-être. Alors, j'ai peut-être un indice, mais comme toujours, il n'est pas définitif, c'est que devant le Sénat, donc l'impôt sur la fortune improductive qui devient la contribution sur les hauts patrimoines, je vous disais tout à l'heure que les contrats d'assurance vie, même en euros, n'étaient pas dans l'assiette, ne sont d'ailleurs d'une manière générale pas dans l'assiette les placements financiers à long terme. Alors, c'est pareil, il y a les PEA, par exemple, ce n'est pas dans l'assiette, mais voilà, ça ne donne pas vraiment une réponse, mais une sorte de tendance de pensée. Encore une fois, c'est l'amendement devant le Sénat et rien n'est définitif. Merci. Alors, les amendements sur le PER seraient-ils applicables aux PER déjà ouverts? Je ne sais pas. Je crois qu'il y avait eu des échanges sur ce sujet, mais comme devant l'Assemblée nationale, le projet n'a pas abouti, je ne peux pas du tout répondre. Après, si on en revient, parce qu'il y avait eu des évolutions, notamment pour les PER, pour les mineurs, il y a eu une évolution de la loi il y a quelques temps qui avait concerné, il me semble, les contrats déjà ouverts. Potentiellement, ça pourrait concerner les contrats ouverts, mais c'est encore une fois des pures suppositions. Merci. Est-ce que vous connaissez les dates butoirs des votes définitifs? Alors, en fait, la date butoir, c'est 31 décembre 2025, mais il y a des dates butoirs antérieures pour chacun des projets de loi, dates butoirs qui ne sont pas les mêmes pour la loi de finances et pour la loi de financement de la sécurité sociale. Disons que vers mi-décembre, notamment pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, s'il n'y a pas d'avancement ou pas vraiment de vote, eh bien, je pense que ça ne permettra pas d'avoir un projet. Un point important, comme vous le savez, l'année dernière, pour le projet de loi de finances, il y avait une loi spéciale, faute de texte. Et je crois qu'on ne peut pas faire la même chose pour la loi de financement de la sécurité sociale. J'ignore pourquoi. Donc, de ce fait, il faudrait peut-être procéder par ordonnance, mais ça n'a jamais été appliqué sous la Ve République. Donc là, on s'embarque dans un truc
un peu inconnu. Un flou artistique. Mais pour en revenir à cette question, on n'aura pas à attendre le 31/12 pour savoir s'il n'y a vraiment pas de projet. Il va y avoir des dates avant, notamment pour la sécurité sociale, où on saura déjà s'il y aura une loi ou si c'est définitivement impossible. Merci. Vous avez parlé de contribution des hauts patrimoines. À partir de quel montant? Alors, ça, c'est un amendement présenté devant le Sénat, et le montant proposé serait 2 570 000 €. Merci. C'est un amendement, je le répète à chaque fois parce que… Dans le cas où les mesures de taxation de l'assurance vie reviendraient lors du passage retour à l'Assemblée, Oui. Quels seraient les risques? Alors, les risques, ce serait que si l'amendement d'origine revenait devant l'Assemblée nationale, on en reviendrait à la taxation dans le cadre de l'impôt sur la fortune improductive des contrats d'assurance vie pour la partie en fonds euros. Voilà, le risque, ça serait la taxation qui pour le moment a été annulée mais qui pourrait revenir. Mais les conditions, on ne les connaît pas, et le taux, on a vu qu'il avait varié. Donc, mais c'est ça, le risque, ça serait une taxation augmentée, quoi. Merci. Alors, que se passerait-il si je ne liquide pas mon père à la retraite? Quels sont les risques fiscaux? Alors, pour le moment, rien n'oblige à le liquider. Les amendements proposés devant l'Assemblée nationale prévoyaient d'obliger en quelque sorte à liquider le PER au moment de l'entrée ou à l'âge légal d'entrée à la retraite. Donc, comme l'amendement n'est pas passé, pour le moment, il ne se passe plus rien. Alors, imaginons, on fait un petit peu de fiction, que cet amendement revienne ou en équivalent devant l'Assemblée nationale. Je dois dire, je ne sais pas si des sanctions étaient déjà prévues dans l'amendement initial. Donc, je ne sais pas. Je suis désolée, je ne sais pas. Clément, peut-être? Non, j'ai pas. Après, c'est soit. Enfin, est-ce qu'il y a une obligation absolue de liquider le contrat, et auquel cas, il y aura difficilement une solution pour y échapper. Et après, effectivement, est-ce que c'est au bon vouloir, entre guillemets, de l'assuré, et qui charge à lui de se faire discret pour ne pas le liquider? Il y aura peut-être des cas, des exceptions. Là, vraiment, c'est impossible de répondre. Merci beaucoup. Alors, avant de poser une dernière question, j'aimerais juste préciser qu'on a reçu énormément de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais sachez qu'un conseiller Alta Profit vous contactera pour répondre à votre question. Donc, pour conclure, faut-il anticiper ces réformes dès maintenant ou attendre le vote définitif? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le sujet des fonds euros dans les contrats d'assurance vie. Comme on ne sait pas du tout si les textes seront votés, et si oui, quelles dispositions seront reprises ou non. Vraiment, je pense que Clément, tu es d'accord. On ne peut qu'attendre, en fait, parce que là, faire quelque chose pour parer à une éventualité qui peut-être ne se produira pas, par définition, c'est pas. Je pense que c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, je vous laisse conclure. Merci. Donc, pour conclure, effectivement, on va se répéter ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que la fiscalité 2026, elle s'annonce potentiellement riche en évolution, avec des mesures qui pourraient impacter de nombreux aspects de votre patrimoine. Cependant, comme on le disait, beaucoup de réformes restent à confirmer dans le cadre du vote de la loi de finances. Nous vous recommandons d'être attentifs à l'actualité législative et à vous rapprocher de vos conseillers en gestion de patrimoine chez Alta Profit pour anticiper éventuellement au mieux ces changements à venir. Il y aura donc à la suite, à la fin, on va dire, de cette présentation, vous recevrez un mail également. Vous avez la possibilité donc de fixer un rendez-vous avec un de nos conseillers. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, que vous souhaitez faire un point beaucoup plus global sur votre situation, à nous solliciter pour qu'on puisse échanger avec vous. En tout cas, merci Céline d'être venue nous échanger avec nous sur ce projet. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt pour notre prochain